Peut-être un mot de Michel Fanny, oui, qui représente l'établissement public d'aménagement. Juste quelques compléments sur l'effet du Grand Paris sur les développements qui se sont réalisés au cours en particulier sur la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, mais pas uniquement, hein, tout ce qui s'est passé en périphérie de Paris, les développements qui ont été organisés de façon radiale. En fait, le Grand Paris marque finalement une évolution stratégique, de développement stratégique vraiment fondamental, plus que on passe d'un développement radial à un développement orbital. Et ça, c'est quelque chose de très très important, puisqu'en fait, ça revient à mailler le territoire de l'Île-de-France, et finalement à toutes les échelles, et ça permet finalement également d'avoir une ville un peu plus compacte, ça donne, disons, les moyens d'avoir une ville un peu plus compacte et un peu plus équilibrée. Donc en fait, il y a plus avec ce maillage de transport en commun et puis le lien qui est entre les différents pôles, on a finalement une vraie agglomération d'une manière globale. Et puis, c'est au niveau territorial, c'est au niveau économique, donc c'est la compétitivité évidemment de la région capitale par rapport aux villes du monde, mais également il se passe quand même malgré tout des choses au niveau du jeu des acteurs. Il y a quand même des évolutions importantes et il y a quand même, avec le Grand Paris, bon, il y a eu la loi, il y a eu tout ça, mais il y a aussi le débat public qui a été quand même assez exceptionnel. Ça a été quand même assez remarquable la façon dont ça a été mené. Et puis il y a aussi ce Paris Métropole qui est en train d'émerger. On ne sait pas trop ce que ça va donner, mais il y a quand même malgré tout une dynamique qui est en train de se créer sur l'ensemble de la région Île-de-France et sur le Grand Paris. Donc en fait, c'est un petit peu tout ça qui fait que finalement sur la ville nouvelle, donc de Marne-la-Vallée, c'est plus isolé. Et effectivement, le pôle de Marne-la-Vallée, avec les deux pôles un peu stratégiques qui se sont développés, effectivement le Val d'Europe et puis la Cité des Cartes, ce sont vraiment deux points qui sont essentiels dans l'organisation du maillage général. Et effectivement, d'ailleurs nous l'avons toujours, dans tous les documents, nous avons toujours mis ces deux pôles, dès le début d'ailleurs, à la fois le Val d'Europe et la Cité des Cartes, pour donner de la cohérence et de la cohésion dans tout ce secteur-là. Voilà. Merci Michel. Si dans la salle, il y a des gens qui veulent poser des questions, Sylvain Zegni, lève-toi Sylvain, et c'est comme ça, vous le connaissez tous, et est chargé de récupérer... Il méritait bien la standing ovation. Il est chargé de récupérer les questions et de les poser. Donc là, on a parlé du Grand Paris, on va passer maintenant on y vient spontanément, vous l'avez vu avec les dernières interventions, aux forces et aux faiblesses de Marne-la-Vallée et du Val d'Europe. Et justement, une étude avait été commanditée qui disait que le Val d'Europe était la ville la plus dynamique de France en matière économique. Ça paraît dingue quand on y est, parce qu'on a envie de faire tellement plus. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? Je crois que Christophe Giral est le mieux placé pour en parler. Merci Thierry et merci à Michel parce que ça introduit effectivement la dynamique du territoire. Alors cette étude, elle n'a pas été commanditée par Eurodisney, je tiens à le préciser, elle a été commanditée par l'Assemblée des communes de France, l'ADCF, qui a réalisé cette étude d'impact économique sur la période 2000-2010, sur 10 ans, et a déclaré Val d'Europe comme le territoire le plus dynamique de France. Alors c'est vrai c'est très interpellant, les chiffres parlent d'eux-mêmes, l'évolution du stock d'établissements, donc le stock net entre la création d'entreprises et la mortalité des entreprises, parce que les entreprises, une vie d'entreprise, il y a des entreprises qui se créent et des entreprises qui malheureusement disparaissent. Le stock net et de l'évolution sur ces 10 ans, c'est plus 401% de l'évolution de ce stock d'établissements. Si on fait un zoom sur les PME, c'est plus 481%. Ce qui est considérable. Si je fais un comparatif avec la défense sur la même période, c'est plus 60% la défense. Alors la défense, évidemment, il y a beaucoup de très grandes entreprises avec des grands poids de population économique. Et c'est la 5e place des agglomérations qui ont la plus forte dynamique en termes de création d'emplois salariés. Donc sur cette même période, c'est plus 124%. Les chiffres sont simplement hallucinants. Si on prend les chiffres locaux de la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne,
qui considère uniquement le territoire de Val d'Europe. Et je parle de la période de 2004, qui est vraiment la période avec laquelle, avec l'équipe du développement, on avait, nous, initié le développement économique de Val d'Europe. 2004, il y avait 876 établissements implantés à Val d'Europe. 876. Les chiffres de cette même CCI, à périmètre constant, à juillet 2010, sont de 2490. Ça veut dire qu'en moyenne, à Val d'Europe, depuis 2004, nous implantons 4 à 5 établissements par semaine. Par semaine. C'est ça l'évolution économique de Val d'Europe sur ces 10 dernières années. Alors, évidemment, on a vu l'évolution d'un territoire. Qu'est-ce qu'une ville et qu'est-ce que le développement d'un pôle économique, d'un poumon économique, comme on l'évoquait à l'échelle de l'Île-de-France. Ça a été tout d'abord une très grande entreprise, Euro Disney, qui a impulsé une dynamique essentiellement au niveau du tourisme, mais pas que, puisque en charge du développement, aux côtés des collectivités, que ce soit le SAN ou l'établissement public d'aménagement, a impulsé le développement économique de ce territoire. Et après avoir vu les TPE, les PME, PMI rejoindre le territoire, puis les grandes PME internationales, dans tout domaine d'activité, je pense au numéro 2 mondial en mécanique dentaire, qui a implanté son siège français, mais également son centre de formation européen, s'appuyant sur les infrastructures remarquables développées sur le territoire, on voit arriver aujourd'hui les grands comptes sur les grands formats. Et je prendrai 2 exemples. Nos amis de Ludendo, du groupe Ludendo, dont on vient de poser la première pierre du siège européen, ils viennent de racheter, ça fait beaucoup de bruit dans la presse anglaise, les magasins Mlez de Londres, qui est désormais l'un des tout premiers opérateurs de magasins de jouets en Europe, sur un siège grand format, plus leur centre de formation européen dans le parc d'entreprise, sur près de 21 000 m² à terme, ou encore nos amis d'EDF, qui ont choisi, alors non pas Val d'Europe, mais Montévrain, qui a 2 pas de Val d'Europe, qui viennent chercher la dynamique du territoire, et on voit bien là le rôle de catalyseur du développement de ce grand est francilien qui est Val d'Europe. On sont venus chercher le développement de Val d'Europe avec près de 1200 emplois qui vont être accueillis dès 2013 sur le territoire. Donc voilà, une formidable dynamique qui n'est qu'à son début. Il ne faut pas que le soufflet retombe, il faut qu'on persévère dans cette dynamique du territoire pour ancrer là des implantations majeures et renforcer à la fois sur le plan dynamique, et on le voit que l'entreprise Disney et ses consoeurs entraînent cette courroie qui est le cœur du réacteur touristique du site, mais pas seulement, et on voit arriver d'autres industries, d'autres métiers qui complètent ce développement économique. Alors, on voit que le Val d'Europe, économiquement parlant, existe. Alors, je vais retourner le couteau dans la plaie. Monsieur Balcou, quid de l'échec du regroupement du Val d'Europe en commune unique? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que c'est irrémédiable? Est-ce que c'est vraiment bloqué? Est-ce que la mise en parallèle entre la dynamique économique et, on va dire, un petit blocage, on va dire, politique, est-ce que vous croyez que ça peut freiner le dynamisme du Val d'Europe? Excellente question, je vous remercie de me l'avoir posée. Non, je voudrais revenir sur l'intervention de Christophe sur le dynamisme du Val d'Europe. Il ne faut pas bouder notre plaisir, effectivement. Il y a une dynamique bien réelle au niveau des PME, PMI, TPE, TPI. Et je dois dire que dans notre contexte actuel, il faut continuer cette dynamique. Parce que là, on a eu ce qu'on appelle un effet de ciseau entre l'urbanisation du Val d'Europe et la montée en charge ou pas d'entreprises. Et avec les nouvelles lois de finances, avec tout le contexte économique, avec la crise, etc., il faut, pour bien gérer, construire un secteur, c'est parfait. Je le disais encore hier, c'est super, c'est passionnant, mais c'est quelque part angoissant. Et pour construire un secteur, il faut savoir le gérer après, anticiper sur la gestion de ce secteur. Or, on est à un tournant actuellement, en fonction des circonstances que nous connaissons, on est à un tournant où il faut absolument, avant de recevoir de la nouvelle population, il faut absolument continuer cette dynamique de création d'entreprises. Mais je sais que tout un chacun, on s'y emploie et on continuera dans ce sens. Alors maintenant, sur la commune unique, on en a parlé ce matin lors de l'intervention, et pour moi c'était, dans notre cadre actuel, c'était vraiment une évidence, et je reste persuadé qu'il s'agit d'une solution d'avenir. C'était une évidence. Pourquoi? C'est nécessaire à l'optimisation de l'action publique locale et à la
simplification d'un processus décisionnel. C'était aussi un moyen pour nous, élus du Val d'Europe, de peser beaucoup plus lourd dans la balance dans nos rapports avec l'État, la région, le département, nos amis de Disney, l'établissement public qui est ici représenté ce matin. Alors pour arriver à ce processus, et puis juste une petite parenthèse aussi, un président de SAN qui est votre serviteur n'est pas un super maire. Un président de SAN, eh bien, il a 5 maires ou 4 autres maires à convaincre, à gérer. Il est là pour mettre de l'huile dans les rouages, mais ce n'est pas un super maire. Donc pour moi, il faut vraiment une entité qui soit extrêmement représentative. Mais pour arriver à ça, il faut convaincre la population, il faut convaincre les élus locaux, il faut convaincre le personnel administratif et curieusement d'ailleurs, ce sont les directeurs généraux des services qui étaient les plus enthousiastes sur cette notion de commune unique. La population, quant à elle, on aurait pu faire, à la suite de la décision par une commune de ne pas poursuivre le processus, on aurait pu faire une consultation de la population sous forme d'un référendum, mais dans l'état d'information que cette population avait de ce projet, ça n'aurait pas été raisonnable. Donc j'ai préféré arrêter le processus, et on le reprendra ensuite, on le reprendra dans le mandat qui va suivre. J'espère que nos collègues qui vont nous suivre le reprendront, parce que pour moi c'est vraiment la chose qu'il faut faire. Alors pour les élus, c'est se tirer aussi une balle dans le pied une fois qu'ils auront été élus en 2014, et ils ne vont pas être élus pour se dire, eh ben maintenant qu'on est élu, on va diviser le nombre d'élus du secteur par 4, en gros, et pour faire la commune nouvelle. Alors peut-être ils le feront en fin de mandat, mais pour moi, encore une fois, ce n'est pas un échec. Ça a permis aux gens de se parler, de se rencontrer, d'échanger beaucoup d'informations sur les différentes communes. Et puis nous verrons par la suite ce qu'il en est. Mais pour moi, encore une fois, ce n'est pas un échec. Merci. Donc justement, on a vu que le Val d'Europe était quelque chose de dynamique, que c'était engagé dans une dynamique politique également. Donc peut-être aussi faut poser la question à Monsieur Poulit sur le problème du rééquilibrage de l'agglomération parisienne à l'Est. Est-ce que justement, voilà, comment vous intervenez ? Je pense que sans porter forcément un jugement sur le rééquilibrage à l'Est, comment continuer la dynamique de Val d'Europe et encore l'amplifier à l'échelle d'une métropole monde. C'est à ce niveau-là que se joue la compétition actuellement dans notre pays. Alors le Grand Paris, vous avez vu, c'est un investissement que je n'ai pas cité tout à l'heure, mais qui était initialement de 20,5 milliards et M. Ozanné l'a porté à 30 milliards. Donc c'est un investissement. Non, 27. Non, M. Ozanné a fait un rapport au gouvernement, il n'a pas porté l'investissement, il a fait ses calculs et il dit que c'est 30 milliards coût complet. Voilà, c'est un rapport. Ce qui n'est pas porté, donc c'est l'évaluation qu'il en fait au jour d'aujourd'hui est de 30 milliards. On a évalué aussi ce que rapporte ce projet en termes de richesse produite et de bien-être. Toutes les dernières estimations donnent 3 milliards. Donc on est entre 2,5 et 3 milliards, donc on est un petit 10%. Alors moi je vais vous proposer très simplement un programme d'investissement de 34 milliards d'euros supplémentaires. Donc je fais un peu de provocation par animation intellectuelle. Après on verra politiquement si ça a du sens, mais intellectuellement ça mérite réflexion. Et ces 34 milliards peuvent créer 15,5 milliards de richesse annuelle. C'est-à-dire effectivement un coefficient multiplicateur très important par rapport au projet du Grand Paris actuel. 2 points de PIB francilien. Et de ce fait, ces 34 milliards sont finançables tout simplement par un apport de capital privé, sans aucun euro d'argent public. Voilà. Donc vous pouvez faire 2 points de PIB sans faire appel à la dette, ce qui est quand même, dans les temps qui courent, quelque chose de très intéressant. Et vous pouvez simplement prélever 1,5% des 2000 milliards d'euros qui, dans la planète, cherchent à s'investir et qui cherchent des projets rentables. Donc si vous avez de bons projets rentables, proposez-le. Je peux vous dire que les investisseurs viendront à vos pieds dire comment nous pouvons financer ces projets rentables. Alors de quoi s'agit-il ? J'y vais.
Ça comporte des transports collectifs et des transports routiers. Donc il y a les deux, complémentarités entre les deux. Alors pour ce qui concerne les transports collectifs, c'est de faire une grappe de pôles puissants dans la grande couronne francilienne. Vous avez des slides là qu'il fait écoutez, je ne l'ai pas malheureusement, mais je vais le dire par la voix. Je vais essayer de vous faire suggérer les idées qui sont sous-jacentes. C'est-à-dire faire de Val d'Europe la première des étoiles, d'une grappe d'étoiles autour du Grand Paris. Les 5 millions d'habitants pour lesquels aujourd'hui on ne donne aucun discours cohérent sur la façon dont ils peuvent vivre, se déplacer et travailler au cours des 20 prochaines années. On a fait une réponse pour les 5 millions qui sont à Paris en petite couronne parisienne. On n'a rien dit pour le moment de façon cohérente, me semble-t-il. J'exagère un peu le trait, mais c'est pour qu'on se rappelle des idées sur les 5 millions qui sont au-delà dans la grande couronne francilienne. Alors pour ces 5 millions, je propose tout simplement de partir de la ligne TGV qui vient de Bordeaux, Tours, et ici, qui va aller sur Orly, c'est une très bonne chose, mais je propose aussi qu'il y ait une branche qui se dirige directement sur Bretigny. Vous avez 1300 hectares qui sont vierges. C'est impressionnant, donc vous pouvez faire là un pôle puissant qui est effectivement un relais au sud. De là, vous filez sur Sénart, où j'ai fait réserver à l'époque l'emplacement pour une gare transversale. Et vous polarisez à cette occasion Sénart, qui aujourd'hui n'est pas polarisé, et qu'il faut polariser pour en faire un pôle rayonnant, avec des transports collectifs qui aillent sur ce pôle. Puis vous rejoignez Val d'Europe, qui est la réussite que l'on vient d'évoquer et qui continuera. De là, vous filez sur Roissy-Charles de Gaulle, voilà, qui est déjà fait au jour d'aujourd'hui, mais vous continuez votre route en direction de Cergy-le-Haut, non pas Cergy, confluence effectivement de HR, mais Cergy-le-Haut, qui doit être tiré par l'extérieur, alors qu'aujourd'hui Cergy perd de l'emploi. Depuis 15 ans, Cergy perd de l'emploi. C'était mon rêve de jeunesse et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui ne fonctionne pas très bien. Et de là, vous filez en 32 minutes sur Rouen, en 45 minutes sur Le Havre, en 1h05 sur Caen, à 320 km/h. Vous faites de 14 millions d'habitants, dont 7 millions en périphérie, un espace urbain dans l'heure, c'est-à-dire un espace urbain unifié, qui est à l'échelle de la métropole monde. Voilà. Ce projet est tellement efficace, de par sa vitesse qu'il apporte par rapport au pôle dense, que vous avez une rentabilité impressionnante de près de 40%. Donc c'est comme si je vous prêtais de l'argent et que vous me payiez 40% d'intérêt. Effectivement, c'est vraiment intéressant. Ce projet n'a pas été étudié au jour d'aujourd'hui. Donc il serait bon que vous sollicitez les pouvoirs publics pour qu'ils fassent l'étude de ce type de projet et qu'ils regardent si la rentabilité que j'évoque existe et si on peut en ce moment-là, avec des grands groupes et des investisseurs, voir comment on peut le financer. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est la route. Il ne faut pas l'oublier. Dans les zones de faible densité, entre les pôles, vous ne pourrez pas vous déplacer autrement que par effectivement des voitures rendues écologiques. Il ne faut pas les oublier non plus. Alors pour ça, c'est tout simplement faire des rocades. La 4e rocade francilienne me paraît indispensable. C'est celle qui va de l'autoroute A1, la route des Belges, qui passe par Meaux, déviation de Meaux, qui file sur Melun et qui va rejoindre l'autoroute A6. Sa rentabilité est de 40% à nouveau. Temps de retour 2 ans et demi. Donc je peux vous dire que tout investisseur se fera un plaisir de venir réaliser cet ouvrage sans demander 1 euro d'argent public. Il vous remerciera. Il est même prêt à vous payer pour ça. Donc pour vous dire à quel point c'est vraiment intéressant. Puis vous avez un projet, alors vous avez à l'ouest la rocade francilienne qui n'est pas bouclée, entre Cergy-Pontoise et Orgeval. Ça aussi c'est un malheur pour Cergy-Pontoise. Il faudrait boucler la francilienne pour que vous ayez une facilité d'échange entre l'est et l'ouest. Vous voyez, on n'oppose pas les deux. On facilite les échanges en couronne. Et puis, dernier projet, qui celui-là est un peu tabou par rapport à certains qui disent que la voiture n'est pas légitime, c'est tout simplement d'élargir des infrastructures autoroutières qui existent. Alors il y a un exemple ici que vous connaissez bien, c'est la francilienne. Tout le temps bouchée artificiellement. Elle est à 2 fois 2 voies. Les emprises permettent de passer à 2 fois 4 voies. Pourquoi vous ne la faites pas à 2 fois 4 voies? Alors le temps de retour est de 18 mois. Alors là, ça va de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'on a une situation où vous allez 66% d'intérêt. Si aujourd'hui on ne la fait pas, c'est-à-dire qu'on se refuse à avoir des projets dont la rentabilité dépasse 50%. Pourquoi? Je pose la question. Et dans ces projets que j'évoque, j'appelle ça le projet Émeraude, il est associé à une protection phonique intégrale. Voilà. Donc on fait des protections phoniques intégrales, et à l'intérieur de ces protections phoniques, on fait des élargissements. Voilà, on peut faire ça sur 81 sections en Ile-de-France, dont une qui vous est chère, qui est l'autoroute A86 à hauteur de Joinville-le-Pont. Je propose tout simplement, ça fait preuve d'une certaine imagination, de faire des ponts transparents. Sachez qu'aujourd'hui, on sait faire des ponts
transparent. Donc vous pouvez doubler l'autoroute A4 sans faire d'ombre portée sur la Marne, et c'est ça l'un des critères qui avait été évoqué à l'époque pour s'opposer à ce doublement. Donc vous avez quelque chose qui est de 300 millions d'euros, rentabilité 6 mois. À ce moment-là, il ne faut vraiment pas se gêner. Et quand vous poursuivez sur l'ensemble de l'Île-de-France, vous avez un projet émeraude sur 500 km de cette nature, dont la rentabilité est faramineuse. Comment on le paye ? Alors, quand vous êtes sur le TGV, si c'est très efficient, les gens sont prêts à payer, puisqu'ils ont un service rendu, donc ils payent la cotisation à hauteur de l'investissement à faire. Si vous avez des rocades, sachez que les sociétés autoroutières qui sont en périphérie sont prêtes, en allongeant les durées de concession, à vous les payer gratuitement. Donc à ce moment-là, adressez-vous à elles vous répondent « nous venons ». Et si vous prenez le projet émeraude, c'est un projet très simple. Comme vous élargissez, les voies historiques, vous les laissez libres de circulation, mais sur la voie nouvelle, à gauche, vous mettez péage. Et si vous voulez vous libérer des flashs pour infraction, vous achetez au bistrot du coin une puce qui vous coûte 30 € par cheval fiscal et par an. Et avec ça, vous financez tout le programme, tout de suite. Et les investisseurs viennent vous voir et vous dire merci en plus. Donc je pense que vous avez là les éléments d'un programme qui peut donner à toute la grande couronne parisienne une vitalité exceptionnelle dont Val d'Europe serait l'étoile. Vous avez l'étoile, le phare de ce qu'on peut faire sur les grandes couronnes parisiennes et Haute et Basse Normandie. Voilà le projet que j'évoque et qui mérite une réflexion. À vous de le méditer, de le travailler. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un dialogue sur le sujet, même si il mérite d'être approfondi. L'idée, à mon avis, restera. Merci, Monsieur le Préfet. On est dans un monde de stars ici, donc les étoiles, on connaît. Avant de faire parler Laurent Fiscus, je voudrais, puisque vous avez appelé le financement du privé, interroger Dominique Coquet sur ce que vous venez de dire. Et puis, il y a aussi dans la salle déjà des bras qui se lèvent, et j'ai aperçu celui de Marie Delaplace, à qui je donnerai ensuite la parole. Donc, Dominique Coquet, Marie Delaplace et Laurent Fiscus. Moi, je ne peux que souscrire à ce que vient de dire Jean Poulit. Et il sait même que lorsque j'étais au vice-président de la Chambre de commerce, on a commandité des études d'infrastructure qui, d'ailleurs, reflétaient tout à fait celle-là. Et parce qu'il y a une notion fondamentale dans ce qui vient d'être dit, c'est la notion du retour sur investissement. Et moi, c'est pas du tout que je pense qu'on a besoin dans la métropole du Grand Paris, mais j'ai peur que les 20 deviennent 30 et puis peut-être un jour 60. Parce que, hélas, en matière d'infrastructure dans les milieux urbains, c'est excessivement compliqué. Et ça fait un peu l'effet du risque de l'étoile noire qui implose. Et donc, je pense qu'il faut être extrêmement quand même vigilant et redoubler de contrôle de l'ingénierie et des financements, etc. sur ces choses-là. Mais en même temps, pour moi, ça ne s'oppose pas. Et donc, il faut probablement arriver à canaliser l'énergie complémentaire des choses. Je voulais juste revenir sur mon petit point d'autre énergie, qui est l'énergie dont on a aussi besoin, c'est celle pour chauffer et pour aussi... c'est qu'on vient de voir comment ces débats, ou ces absences de débat sur les gaz de schiste, et en particulier sur Seine-et-Marne, stérilisent des choses. Moi, je pense que, je ne veux surtout pas rentrer là-dedans, mais on a ici, en est de l'Île-de-France, des réservoirs absolument considérables d'énergie avec le Dogger. Je veux simplement donner un exemple, parce qu'on vient de terminer des études que je considère comme magistrales, qu'on communiquera probablement, qui sont encore complètement inédites, sur ce que j'appelle le schéma énergétique territorial de Val d'Europe, ce qui est peut-être un grand avenir dans les 10-15 ans qui viennent, sur la géothermie, pour chauffer le pôle touristique de Disney, le pôle du Val d'Europe et le pôle de Village Nature. On le fait avec 2 puits géothermiques, 240 gigawatts chacun. Un qu'on mettrait sur Village Nature, l'autre à proximité des parcs Disney et la colonne vertébrale entre les deux. Point barre. C'est-à-dire qu'on couvre 0 carbone avec une énergie qui est quasiment inépuisable, la quasi-totalité des besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire. Ça aussi, c'est l'avenir. Et ça coûte combien, Dominique ? Et ça coûte en gros 70 millions d'euros. Rien. Non, mais ça veut dire qu'il y a des réserves. Donc je crois qu'il faut oser
regarder les choses, non pas simplement, avec, évidemment, on gère des populations, on gère des institutions, etc. Et c'est fondamental, et je suis totalement respectueux de cela. Mais en même temps, il faut aussi gérer avec une vision. Et je remercie Jean parce qu'il a complètement raison, quoi. Mais vous voyez, il y a vraiment énormément de potentiel. Mais il faut qu'on arrive à canaliser les moyens que nous avons sur les bons choix. Oui, mais merci de me donner la parole. Donc on a eu un exemple frappant du rôle des infrastructures de transport dans ce qui serait supposé être le développement économique. Alors je suis universitaire, donc comme tout universitaire, j'ai une liberté de parole. Je vais donc jouer un petit peu le rôle d'aiguillon en quelque sorte. Est-ce que finalement ce rôle des infrastructures de transport, il n'est pas... parce que finalement on parle de ça, on parle d'infrastructures de transport, il faut faire des infrastructures de transport, il faut faire des routes, il faut faire des réseaux à grande vitesse. Mais avant tout, pourquoi faire ? Parce que l'infrastructure, finalement, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Alors c'est sûr que la rentabilité de l'investissement, c'est important. Mais quand même, on se déplace pour faire quelque chose. On se déplace, on fait des infrastructures dans un territoire pour développer ce territoire. Et là, il me semble qu'il manque quand même, en tout cas pour l'instant, une vision de ce que sera ce territoire. Qu'est-ce que l'on veut faire de ce territoire et quel rôle les infrastructures peuvent éventuellement jouer dans ce territoire. La question est adressée. Oh, peut-être. Enfin, moi, je voudrais simplement dire, on le fait, madame, pour donner des emplois aux gens, d'abord, aux jeunes en particulier, et on le fait à travers ce que apporte l'infrastructure, c'est-à-dire la productivité. La vitesse, c'est la productivité. C'est-à-dire, ça veut pas dire pour autant qu'on doit tout transformer dans une société d'hyper-performance. Et je pense qu'il y a un autre versant qui est aussi fondamental que je défends dans Village Nature, qui est l'harmonie. Je pense qu'on doit vivre dans une dialectique de l'harmonie et de la performance, mais on ne peut pas ne pas voir la nécessité de la performance dans un monde aussi complexe que celui d'aujourd'hui. Et si nous perdons des points aujourd'hui, c'est parce que nous sommes moins performants. Alors, on est peut-être mieux, on est peut-être plus cultivé, on est peut-être plus sophistiqué, mais qu'on le veuille ou non. Or, on ne va pas baisser, enfin, on ne va pas repartir vers le bas, c'est-à-dire en donnant des salaires plus bas aux gens, etc. Il faut le faire par la technologie, par la formation, par les infrastructures, pour retrouver ces gains de productivité à travers la vitesse et la canalisation de l'énergie, et de ce fait de donner des emplois, de donner de l'harmonie, de donner de la culture, de donner de l'espoir. Voilà comment je vois les choses d'une façon très schématique. Mais c'est à ça que servent aussi les routes. Et si vous voulez, quand on voit dans ce monde aujourd'hui paralysé sur le fait des routes, la mise à 4 voies de la 104, c'est un crime de ne pas le faire. Bon, mais maintenant, aujourd'hui, vous allez au conseil régional ou ailleurs, vous n'arrivez même plus à faire passer dans le débat, et en plus, dans Paris, il y a des couloirs d'autobus partout, qui fait que même les banlieusards peuvent plus venir, et on va supprimer, etc. Il y a un moment où il faut se dire quand même, arrêtons le repli sur soi-même. Bien entendu, ne perdons pas le but fondamental, qui est que les gens s'épanouissent, se cultivent, se respectent et puissent avoir un toit, un emploi, etc. Et même le mieux possible. Mais fondamentalement, c'est ça l'aménagement et c'est ça les infrastructures. Monsieur le préfet ? Alors, merci de poser la question. Je pense que le débat comme ici permet d'établir un dialogue. Moi, je suis absolument pour le dialogue, mais parfois, il a du mal à s'établir. Parce qu'il y a beaucoup d'idées a priori que nous avons dans le fin fond de nos cerveaux, et chacun tient ses positions, alors qu'en réalité, on progresse quand on arrive, même en s'affrontant, à échanger des idées. Alors, sur ce thème fondamental, effectivement, qu'est-ce que c'est qu'un réseau d'infrastructures de transport collectives ou individuelles ? Tout système qui permet à l'homme de bouger. Mais il faut savoir que ce qu'on appelle la richesse, c'est tout simplement des cerveaux. Si vous n'avez pas de cerveau, vous n'avez pas de richesse dans un pays. Bien formé, vous êtes un exemple de formation. Donc quand vous avez des formations de niveau élevé, vous en faites effectivement un peu plus que quand vous n'avez pas la formation. Vous êtes bien d'accord là-dessus. Sur la formation, je pense que tout le monde est d'accord qu'il faut augmenter, améliorer toujours la formation première et continue. Qui travaille ? Le temps de travail a été un grand débat et il n'est encore pas épuisé. Alors effectivement, si la durée de vie s'allonge, il faudra travailler à due proportion, je pense, de la durée de vie. C'est assez élémentaire. C'est le troisième sujet. Et qui travaille en synergie. C'est le quatrième facteur. Et ce facteur est un phénomène économique central.
Il représente, tenez-vous bien, ce phénomène synergie, 45% de la richesse du pays. Alors je vais essayer de vous expliquer de quoi il retourne. Un actif qui a reçu une formation spécialisée comme vous, s'il cherche un job correspondant à sa formation, si dans un temps de transport qui ne bouge pas, vous pouvez faire les TGV que vous voulez, les autoroutes, les aéroports, le temps que vous consacrez à vous déplacer biologiquement est invariant. À l'Île-de-France, il est de 29 minutes et on ne dépasse 1 heure que pour 10% des cas. Donc 10% des gens dépassent 1 heure, mais depuis 25 ans, ça n'a pas bougé d'1 minute. Donc on prend un temps de référence, le double du temps moyen, 1 heure. La question qui va se poser, si je suis un actif, dans 1 heure, quel est le nombre d'emplois entre lesquels je peux effectuer un choix pour que ma formation serve à quelque chose? On appelle ça l'appariement. Apparier, c'est l'effet suivant de la formation. Si vous avez une formation sans appariement, la formation ne sert à rien, puisque vous ne trouvez pas chaussure à votre pied. Vous ne trouvez pas un job dont les spécificités correspondent à votre formation. Et plus le nombre d'emplois potentiels dans 1 heure augmente, plus l'appariement se développe et plus vous créez de la valeur. Et la formule existe dans tous les pays du monde. On sait calculer la valeur supplémentaire liée au phénomène d'appariement. Sur ce sujet, je suis intarissable. Si vous voulez, un jour, je viendrai chez vous, vous présenter un audiovisuel où on explique l'origine de l'appariement et la valeur qui est associée à cet appariement. Je vais donner une petite formule magique, comme on dit dans un milieu universitaire. Dans 1 heure, vous parcourez une distance qui est égale à la vitesse. À 30 km à l'heure, vous faites 30 km. À 100 km à l'heure, vous faites 100 km. Ça va. Le territoire que vous couvrez, c'est le carré du rayon. Un cercle, la surface, c'est le carré du rayon. C'est le carré de la vitesse. C'est pour ça que la vitesse joue très important. Donc le territoire auquel vous pouvez accéder dans 1 heure, c'est V au carré. Et le nombre d'emplois entre lesquels vous pouvez faire une sélection, c'est la surface par la densité d'occupation du territoire en emploi. C'est DV2. On parlait d'énergie, mais effectivement les réseaux vous apportent de l'énergie. Et vous pouvez être dans les DV2 élevés ou dans les DV2 bas. Voilà. Alors, si vous assimilez le DV2 aux fréquences des cordes de votre piano, les octaves, c'est l'efficience du choix que vous allez faire. Donc, vous pouvez être dans les octaves élevées ou dans les octaves bas. Et ça, on sait le mesurer. Et ça a été fait dans le cas de la Seine-et-Marne, sous un financement de la Chambre de commerce de Seine-et-Marne, qui a fait 4 études qui ont conduit à des cartes que je pourrais vous montrer un jour si vous le souhaitez, sur la 4e rocade dont j'ai parlé. Et on trouve là que l'appariement est tellement fort qu'effectivement, dans des zones faible densité, la route apporte cet appariement et à un niveau qui est de 40%. L'élargissement de la francilienne, spectaculaire, 18 mois. Donc ça veut dire qu'on est en souffrance au jour d'aujourd'hui, artificiellement. Donc l'appariement ne se fait pas à la hauteur voulue. Et puis l'étude a été faite pour la grande rocade ferroviaire que j'ai évoquée, en Seine-et-Marne, c'est-à-dire depuis Bretigny, Sénart, Val d'Europe. Et de l'autre côté, c'est la Chambre de commerce et industrie de Versailles qui a pris la suite en direction de Cergy-le-Haut, Rouen, Le Havre, Caen. Toutes ces études sont disponibles. Et là, c'est l'octave des DV2 qui a été calculé. Et ça, c'est l'adjuvant de l'éducation nationale. S'il n'y avait pas de réseau de transport, l'éducation ne servirait à rien. Voilà ce que je peux vous dire comme élément fondamental de la justification des réseaux de transport. Non, c'est pas artificiel. Hein. Et dans tous les pays du monde, c'est pareil. Le temps de transport est invariant, que vous soyez en Amérique, que vous soyez au Japon, aux États-Unis. Ce qui compte dans les pays évolués, c'est le DV2 élevé. Et dans les pays qui naissent, c'est un DV2 faible qui est celui de la marche à pied et qui vous donne un territoire de la taille de la marche à pied. Et donc tous les systèmes de transport modernes ont consisté à élargir la zone de chalandise de l'homme, et qui est insatiable là-dessus. Il en veut toujours plus, tout en gardant une écologie parfaite. C'est pour ça qu'il faut des systèmes de transport écologiquement parfaits. Le TGV est écologique, on ne peut pas dire le contraire. Et si la voiture, vous la rendez écologique, vous aurez également un service pour les faibles densités de qualité écologique. Voilà ce que je voulais vous dire sur la notion de création de richesse. C'est un sujet profond, qu'on n'enseigne pas d'ailleurs suffisamment et qui mériterait d'être largement diffusé. Rendez-vous est pris, monsieur le préfet, vous viendrez un prochain jeudi du cluster parce qu'on se réunit tous les mois et donc par conséquent là vous pourrez développer vos idées hein, et on vous écoutera et on vous challengera comme on dit. Mais d'abord peut-être, parce que vous avez vu que notre débat est parti en vrille là, hein, complètement, le bon cadrage que nous avions fait a explosé en vol. Donc on est passé de force et des faiblesses de Marne-la-Vallée au Grand Paris, au Grand Est parisien. Et peut-être le préfet Fiscus pourrait nous dire où il en est lui-même de ses réflexions à ce stade. Et on essaiera de reprendre. Il nous reste un bon quart d'heure là et on va essayer d'en faire la meilleure utilisation possible. Bien, merci. Pour illustrer
façon juste, en un mot, concrète, ce que Jean Poulitte, on se connaît depuis 20 ans, a très bien théorisé à l'instant. Et pour prendre un exemple, en partie en Seine-et-Marne, mais en tout cas pas sur ce territoire, en partie Seine-et-Marne, en partie Val d'Oise, quand on voit que vous avez des gens à Gonesse, par exemple, qui pour aller travailler à Roissy sont obligés de passer par Paris en termes de transport public, on voit bien qu'on est dans une absurdité totale. Et il y a d'autres exemples sur votre territoire, Monsieur le Président, qu'on pourrait, je pense, multiplier sur la nécessité d'avoir des infrastructures. Votre question, elle est néanmoins bien pertinente dans la mesure où on doit faire des arbitrages et qu'il y a aussi un problème d'utilisation de l'espace par rapport à d'autres arbitrages et que nos concitoyens, avec raison, ont aussi besoin d'espaces de bien-être, donc il y a un certain nombre d'arbitrages. Mais le phénomène d'égoïsme, qu'en anglo-saxon, on NIMBY, not in my background, est un phénomène que nous, acteurs publics, on doit constamment combattre pour trouver des positions d'équilibre. Et c'est tout je crois, la grandeur de l'action publique pour les maires, pour les élus locaux et pour l'État, auprès des élus de quelques niveaux de collectivité locale, de réussir à faire ces points d'équilibre. Mais sachez-le, c'est constant. Et donc les mêmes qui veulent un aéroport ne comprennent pas qu'à un moment donné ou un autre, il faut pouvoir accéder à l'aéroport. Voilà, et qu'on aime bien être dans un avion, mais il y a un moment où l'avion doit atterrir ou décoller, sinon on saute en parachute. Et donc il y a un sujet. Voilà, je me permets juste de donner ce regard. Sur l'équilibre, je crois que la remarque a été faite. D'abord, l'Est, certains pensent que le rééquilibrage à l'Est doit commencer à l'Est de la Défense. Donc, non mais je le dis simplement, c'est-à-dire qu'on est toujours à l'est de quelque part. Moi, je suis alsacien, donc voilà, et j'ai été en poste au Japon, donc bon. Ce que je dis simplement, c'est que ça a été dit tout à l'heure, c'est que il y a une capacité de développement avec des fruits concrets, et que le sujet est de continuer d'accélérer ce développement, et puisque on a parlé d'harmonie, on a parlé aussi d'étoiles noires, de force, non, donc je ne sais pas si on va arriver jusqu'à Darth Vader et au Jedi, mais il faut réussir à faire, notamment sur ce territoire, des arbitrages pour avoir un développement et un développement harmonieux. Je crois que c'est toute la difficulté de ce rythme de développement qui est remarquable. Mais cette partie du territoire tire l'ensemble de l'Île-de-France. Et donc, c'est là où on peut peut-être parler de la notion de cluster tourisme, si vous me permettez. Je pense que je crois que l'essentiel des étudiants dans la salle sont étudiants en master de tourisme. Je crois que vous avez raison de faire ces études. Moi, je vous y encourage. C'est à la fois la façon de travailler sur un territoire et d'être ouvert à la mondialisation. Donc, vous avez tout l'avenir devant vous. Et vous serez les fers de lance du développement de ce territoire et au-delà de notre pays. On a la chance d'avoir Paris, première destination mondiale, ou France, première destination mondiale en termes de tourisme, mais au premier rang figure ce territoire, avec l'implantation d'Euro Disney, et j'abonde tout à fait dans ce qui a été dit tout à l'heure. Le développement, puisqu'il y avait une des questions, je crois, des échanges, c'était de mono-industrie. Non, le développement, ça fonctionne par grappe, à condition qu'on arrive ensuite à accrocher d'autres wagons. Et si les premiers wagons ont été des wagons touristiques, cela a apporté d'autres entreprises, d'autres types d'emplois qui ont été mentionnés tout à l'heure. Donc, la notion de cluster touristique, c'est à la fois, je crois, une réflexion commune des différents acteurs qui sont présents à la tribune et dans la salle pour aller encore plus loin de ce qui a déjà été fait et qui est remarquable. Ce que je voudrais simplement signaler ou souligner pour le préfet de région, pour l'État en Île-de-France, c'est qu'on a à la fois une industrie du tourisme, des loisirs. Donc ça veut dire un savoir-faire, ça veut dire un progrès technologique. On a à la fois toute la chaîne des emplois au départ
peu qualifiés, mais avec une opportunité dans les entreprises, je crois que Rodisney l'a montré, l'a prouvé, où les gens peuvent évoluer, peuvent se former et gravir les échelons, et c'est le cas dans le tourisme de façon générale, et le tourisme a aussi besoin d'emplois qualifiés, de plus en plus qualifiés sur des segments particuliers. Donc c'est un secteur majeur de développement économique de notre pays, et notamment de l'Île-de-France, et notamment de ce territoire. Et je terminerai simplement en disant qu'il ne faut pas se tromper. On est en compétition violente avec nos voisins, amis et concurrents. Donc, lorsque vous avez un président des États-Unis qui explique que le tourisme va devoir devenir un axe majeur pour le développement des États-Unis, que, et c'est beaucoup d'honneur à la France, qu'il fasse référence à la France comme cible à dépasser en nombre de millions de nuitées d'hôtels, de tourisme d'affaires, de capacité. Je trouve que c'est quand même quelque chose qui doit, nous, acteurs publics, et vous, en tant que citoyens, nous entraîner encore plus d'efforts pour le développement de ce cluster tourisme, qui est maintenant en train, alors la réalité a précédé la création de l'association, mais c'est justement sur cette réalité qu'on veut aller plus loin. Et moi, le préfet de région, comme l'ensemble des pouvoirs publics, préfet de département, bien sûr, mon collègue Frédéric Macken, on est à vos côtés pour mettre le turbo, si vous me permettez l'expression. Merci, monsieur le préfet. Je pense qu'on peut passer, du coup, si Nathalie, tu es d'accord, à la dernière question, et on va la poser à chacun de nos intervenants, en commençant peut-être par Michel et en terminant par Christophe. J'avais une question intéressante dans la salle, justement pour rebondir sur le débat, donc je vais lui passer le micro. Oui, bonjour. Simplement, vous insistiez tout à l'heure, vous présentiez le Grand Paris avec une dimension internationale. C'était la recherche de base, c'est de porter Paris vers l'international. Et vous venez de l'évoquer, le fait qu'ici, dans l'Est parisien, on a une forte dimension internationale avec le cluster tourisme et Disney. Donc, pourquoi, de ce fait, du coup, l'Est parisien, donc le Grand Est de notre territoire, a été exclu du Grand Paris, finalement ? Alors qu'on est pile dans la recherche que vous avez présentée tout à l'heure. Est-ce que vous avez un micro? Oui. Allez-y, monsieur. Je pense tout simplement, c'est parce que le projet du Grand Paris tel qu'il a été conçu est un projet qui est axé sur le transport collectif en zone déjà dense, c'est-à-dire la petite couronne parisienne. Et que, effectivement, la grande couronne parisienne dans laquelle nous sommes, les 5 millions d'habitants, ont des densités extrêmement modestes et ne sont pas adaptées à ce type de projet de métro urbain qui a été conçu sur la petite couronne parisienne. Et donc, si vous voulez dépasser ce phénomène, c'est ce que je vous suggère, c'est-à-dire qu'il faut passer au stade de la grande vitesse et faire des pôles. Il faut des pôles structurés, parce que sinon vous aurez la densité de l'étalement urbain. Mais par les pôles, vous aurez multipolaire, multispatial, c'est ça la vérité des espaces de faible densité. Faites les pôles, alors vous rayonnez en transport collectif vers ces pôles, et entre les pôles, faites la grande vitesse. Et là, vous transcendez le problème du Grand Paris qui s'est arrêté aux traditions du métro classique, dans des zones où il y avait une densité déjà significative. Mais nous, on doit lever un challenge. Mais on va le lever. Vous allez le lever et vous verrez que c'est formidable. Et c'est complémentaire du Grand Paris tel qu'il est défini au jour d'aujourd'hui. Oui, mais ça fonctionne que si entre votre Grand Arc Express TGV et le Grand 8 du métro du Grand Paris Express, entre Noisy-Champs et Marne-la-Vallée-Chessy, il y a des navettes express qui permettent de rejoindre d'un réseau l'autre. Très bien, mais vous l'aurez déjà à Roissy, vous avez la connexion avec le Grand Paris. Dans le projet que j'évoque, au lieu de s'arrêter à Orly pour le prolongement à la ligne 14, vous allez jusqu'à Brétigny, tout simplement, et c'est à nouveau connecté. Et effectivement, vous êtes connecté par ligne Grand A qu'il faut renforcer. Mais vous avez déjà, à partir de la Cité des Cartes, la possibilité d'aller au Bourget, la possibilité de filer en direction du sud. Vous avez donc beaucoup de connexions radiales. Ce qui vous manque, c'est la connexion d'Eurocad orbitale à grande vitesse. Et vous verrez, elle est rentable. Donc là, vous avez une chance inouïe, c'est que les investisseurs peuvent se payer cette infrastructure.
Je rappelle que le préfet Poulitte est conseiller au ministère de l'écologie, hein, pour ceux qui pensent pour que c'est un l'aménagement. Je ne suis pas dans les transports. Vous voyez, voilà. J'ai eu beaucoup d'activités dans les transports, mais là je suis à l'aménagement auprès de Jean-Marc Michel et d'Étienne Crépon pour le transport et l'urbanisme. Le pont à faire entre les deux, ce qui est très difficile, parce que les gens du transport raisonnent sur des gains de temps qui n'existent pas, je vous l'ai dit, et l'urbanisme, c'est effectivement les univers de choix, les zones de chalandise, l'adjuvant de l'éducation nationale, je dis. Et c'est ça la vérité profonde d'un territoire. Quand on a compris ça, en général, on dialogue beaucoup plus facilement entre les transports et l'urbanisme. Alors, en 2 minutes chacun, là, chacun des 6, si vous l'acceptez. Non, je voulais juste dire, on va pas arriver. Juste dire en 20 secondes que l'Est parisien n'est pas écarté du Grand Paris. C'est faux. Si vous regardez sur le seul département de la Seine-et-Marne, il y a plusieurs CDT en préparation. Alors, après, qu'il y ait sur cette zone, seulement sur la ligne rouge, 2 gares prévues sur la ligne rouge, je comprends très bien que ça puisse paraître insuffisant, et notamment le lien avec le Val d'Europe, aujourd'hui, sur notre territoire là, dont nous parlons. Mais c'est vrai que les enquêtes publiques, comme les études de transport, ont privilégié la densité du flux de véhicules potentiels, et peut-être n'ont pas été assez prospectives par rapport au développement de cette zone aujourd'hui. Donc ça, c'est un autre sujet, mais derrière, il y avait la contrainte budgétaire. Donc voilà. Mais si vous regardez l'ensemble de... Prenons la Seine-et-Marne comme étant... et puis le Val-de-Marne va aussi considérer qu'il est dans l'Est, hein, et puis la Seine-Saint-Denis aussi. C'est assez drôle, quand on parle de rééquilibrage à l'Est, la Seine-Saint-Denis, pour nous, c'est un peu au nord de Paris, mais il se considère, et je pense avec raison pour une partie de la Seine-Saint-Denis, comme étant dans le mouvement de rééquilibrage vers l'Est. Donc j'insiste là-dessus, mais c'est vrai qu'on aurait peut-être dû faire plus, mais aujourd'hui on a là encore un projet qui en termes d'équilibre. Si le projet du territoire progresse, l'ensemble des pouvoirs publics en tiendra plus compte. Voilà. Donc, si Nathalie en est d'accord, on peut passer donc à la dernière question qui serait posée à chacun d'entre vous, en 2 minutes, allez, 1 minute et demie chacun. Comment voyez-vous la vocation de Marne-la-Vallée et du Val-d'Europe dans 20 ans? Le Val-d'Europe sera-t-il dans le Grand Paris? Aura-t-il un rôle externe, j'allais dire? Et si c'était le cas, quels seraient ses apports à l'agglomération? On commence par vous, Michel? Oui. Non, je pense franchement que le Val d'Europe, le pôle du Val d'Europe, à terme sera agrégé au Grand Paris. Justement avec les rocades, mais alors évidemment avec une hiérarchie dans cette agglomération, mais avec une rocade. D'ailleurs, il y a des voies qui existent déjà. Bon, il y a le TGV qui peut donc avec Roissy et puis Orly, même s'il n'y a pas la gare. Donc il y a déjà une armature qui existe. Et en fait, en travaillant entre ces deux pôles, il y a vraiment la possibilité de trouver des maillages complémentaires à ces infrastructures qui sont très très structurantes à grande vitesse pour être agglomérés au Grand Paris. Parce qu'en fait, il y a vraiment un potentiel de développement qui est important. On en parlait tout à l'heure avec Jean Poulitte sur la ville nouvelle. Au point de départ de la ville nouvelle, c'était 500 000 habitants avec un taux d'emploi de 1. Là, on fait les 40 ans de la ville nouvelle et on peut dire que les objectifs jusqu'à présent ont été tenus. On est globalement un taux d'emploi de 0,93 et il y a encore pas mal de réalisations à faire. Et on a vérifié, on peut arriver aux objectifs initiaux qui étaient prévus. Donc en fait, ces deux pôles sont quand même liés. La ville nouvelle, même si aujourd'hui, de façon institutionnelle, elle est très morcelée et que c'est vrai que ce n'est pas une ville unique, il y a quand même une dynamique qui est engagée de façon à ce que cette Marne-la-Vallée ait quand même une cohésion. Donc en fait, elle sera, à mon sens, intégrée au Grand Paris, même s'il y aura des différences entre les orbitales, celle qui va passer sur des cartes et celle qui va passer sur le Val d'Europe. Voilà. Oui, alors je pense que
Val d'Europe a déjà un futur devant lui parce qu'il a une liaison internationale. Le TGV lui a ouvert l'Europe et c'est absolument central. C'est la vitesse qui est au rendez-vous avec le pôle Disney qui est la densité. Donc, pour la petite histoire, sachez qu'au départ, Disney hésitait sur la grande vitesse. Puisque aux États-Unis, le fer n'a pas une image extraordinaire pour les voyageurs. Et c'est l'État qui a imposé cette liaison. Après, ils ont trouvé ça fabuleux, mais il a fallu qu'il y ait un dialogue construit pour arriver à justifier qu'effectivement, il fallait associer à ce pôle l'ouverture sur l'Europe. Alors aujourd'hui, ça se vérifie. 77 TGV, c'est une réussite tout à fait remarquable. 77 par jour. Alors moi, je dis qu'il faut dépasser encore ce stade. L'avenir est fait toujours de challenge, et le challenge, c'est celui que j'ai expliqué tout à l'heure. Faites donc de la grande couronne francilienne également le Grand Paris, ce qui n'est pas encore tout à fait à maturité. Vous n'y êtes pas arrivé à la maturité. Les pouvoirs publics n'ont pas atteint cette maturité, et celle-là, il faut donc justifier un Val d'Europe encore plus ambitieux, mais également une grappe, un collier de pôles qui structure cette grande couronne et relié par effectivement la grande vitesse. Et là, vous faites un saut vers effectivement une métropole mondiale à l'échelle de 14 millions d'habitants, puisque Haute et Basse-Normandie seront avec vous. Puisque, vous voyez, à 1 heure de Caen, vous pourrez être à Val d'Europe. Et réciproquement, vous voyez, ça change tout. C'est-à-dire, vous serez une seule communauté sur une population de 14 millions d'habitants. Et ça, c'est vraiment le Grand Paris à l'échelle encore plus ambitieuse que le Grand Paris d'aujourd'hui. C'est pas du tout concurrent des projets actuels, c'est tout à fait complémentaire. Voilà. Donc, il faut jouer la complémentarité petite couronne et grande couronne qui n'est pas encore arrivée à maturité. Et Val d'Europe est l'exemple même de ce qu'il faut faire. Puis ça réussit, et on peut donc se pencher, prendre cet exemple pour dire on va encore faire mieux, mais avec une grappe qui, comme toujours, il ne faut jamais avoir peur du voisin. Les univers de choix font qu'effectivement, quand je me connecte, je suis effectivement mieux après qu'avant. Donc il faut se connecter aux autres, et c'est à ce moment-là que la vie collective prend encore plus de vigueur. Et ici, vous avez la possibilité de faire une métropole mondiale, une vraie métropole mondiale. Pour pouvoir imaginer 20 ans, une bonne façon, c'est de regarder où on était il y a 20 ans. Je crois que vous l'avez déjà fait comme cet exercice. À titre personnel, moi, il y a 20 ans, j'étais à la préfecture de région Île-de-France, jeune chargé de mission, avec Christian Sauter, préfet de région Île-de-France, qui a signé les accords pour Disney, avec le préfet de Seine-et-Marne de l'époque, et avec les patrons de Disney. Enfin, c'était fait au niveau du Premier ministre. Et très franchement, je pense qu'on savait que c'était un dossier majeur et un dossier de développement extraordinaire. C'est pour ça que les pouvoirs publics, les élus étaient tous à côté, même s'il y avait un certain nombre de gens qui avaient manifesté pour des tas de raisons et des a priori contre l'arrivée de Disney en France, en Île-de-France. Même si on savait que c'était majeur, je pense qu'on ne pensait pas que ça allait aussi vite, aussi loin pour le développement du territoire. Donc ce que je veux dire simplement, c'est que j'espère que dans 20 ans, on sera tous surpris, agréablement, grâce à vous, parce que bon, avec les réformes des retraites, on travaillerait tous encore dans 20 ans, mais enfin c'est surtout vous qui allez faire le développement. Et donc, j'espère qu'on ira encore plus loin. Je pense simplement qu'il faut bien que vous ayez à l'esprit que les territoires, ils se développent quand il y a un projet et que les acteurs sont unis. Les acteurs publics et les entreprises et les concitoyens. Voilà. Donc, pour que ça marche, il faut que les différents acteurs soient unis. Et donc, cela, tout à l'heure, on évoquait le rapprochement de collectivités locales. Et je comprends tout à fait votre position, Monsieur le Président. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs et il y a une énorme part de l'action des citoyens pour que le territoire ait un projet et qu'ensuite le projet avance. Donc voilà, vous avez pris la bonne voie. Je suis persuadé que dans 20 ans, on sera au-delà de nos espérances.
Dans 20 ans, j'espère que je serai encore maire et qu'on pourra recommencer cette discussion avec les mêmes personnes et avec vous-même. Non, plus sérieusement, je crois que les grandes lignes sont tracées. On est une opération d'intérêt national, on a un projet d'intérêt général qui définit les grandes orientations. Ce projet d'intérêt général prévoit 60 000 habitants pour le secteur et 10 000 étudiants. J'espère qu'on tiendra ces orientations. Alors, la grosse question maintenant au niveau du secteur de Val d'Europe, et on a vu avec toutes les discussions, j'étais très très fasciné, très intéressé par les interventions des uns et des autres sur des questions de philosophie générale, le Grand Paris, etc. C'est très intéressant, mais malheureusement, moi je suis là pour parler de ma paroisse, de ma chapelle, c'est-à-dire du secteur du Val d'Europe. La question que je pose, puisqu'on sait où on va, une autre question, c'est de dire comment on y va et comment y parvenir. Et comment garder à ce secteur du Val d'Europe un caractère d'excellence qu'il a déjà. Et deuxième question, quel sera le statut du Val d'Europe dans 20 ans? Moi, je ne peux pas vous le dire. Est-ce que ce sera stricto sensu les 5 communes? Moi, je ne pense pas. Je pense que le Val d'Europe va déborder un petit peu et que ce sera une association de communes, un bassin de population qui va déterminer ce que sera le Val d'Europe dans 20 ans. Alors, quant à la place, je remercie Jean Poulitte d'avoir manifesté, comme toujours, une telle pugnacité sur les réflexions sur le Grand Paris. Moi, je pense qu'il faut terriblement associer, et dès maintenant, le secteur du Val d'Europe avec Marne-la-Vallée, les secteurs 3 et 4, dans le Grand Paris, et de faire du Val d'Europe l'entrée internationale à l'est du Grand Paris. Merci Jean-Paul. Je vais revenir un peu sur la philosophie quand même, si tu me le permets. Et je voudrais vous dire, madame, que je crois que vous avez eu raison de poser la question, parce que c'est vrai qu'on a été tellement enthousiaste sur les infrastructures qu'il fallait poser la question du sens. Alors, moi, je pense que on a réussi déjà des choses autour de ce que j'ai, une fois synthétisé, sur ville imaginaire, ville réelle. Un pôle, une météorite arrivée d'ailleurs, qui s'installe et qui est basée sur le ressort de Disney, c'est l'imaginaire. C'est la fantaisie, c'est la réplication magique du réel. Voilà. Et puis il y a eu, dans cette dialectique, parce que tout est dialectique, et donc le préfet Viscus a tout à fait raison, donc il y a eu le réel, et le réel qu'on a en fait pris comme un miroir avec Val d'Europe, qui m'a expliqué pendant très très longtemps. Les grands défis maintenant de notre génération, ou de votre génération, c'est celle de la réconciliation avec la nature. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas poser comme ça les questions d'infrastructure brutalement. On n'est pas, je dirais, en Chine, avec d'ailleurs ce qui se passera, quand je lisais ce matin dans les Échos que la production de charbon allait dépasser la production de pétrole dans le monde, avec 490 milliards de tonnes dans les années 2020. Que allons-nous faire en matière etc. Il y a donc des enjeux, et la chance immense que nous avons, non seulement c'est celle de pouvoir polariser ces développements de la Grande Couronne, mais c'est aussi de pouvoir construire une ville qui soit, je dirais, dans une meilleure harmonie avec la nature. Et c'est ce que nous essayons de faire dans le domaine du tourisme, et là je rejoins donc finalement l'intérêt du cluster avec Village Nature. Comment faire que les aménagements prennent en compte la biodiversité, l'hydrographie, les éléments écologiques comme le carbone, etc., de telle sorte qu'on bâtisse notre utopie de demain. Parce que finalement, c'est quand même les rêves qui portent les choses. Il faut bien entendu des administrateurs et tout ça, mais il faut aussi quand même du sens. Et donc, voilà, moi je pense qu'on a réussi à projeter les choses dans une espèce de première synthèse. La prochaine synthèse, c'est celle du défi environnemental, mais qui ne soit pas eschatologique, qui ne soit pas, je dirais, apocalyptique, qui soit confiant dans l'humain,
et parce qu'on a, je dis souvent, deux hémisphères cérébraux, un qui veut aller vers la Lune ou vers Mars, et l'autre qui veut simplement être dans le giron de la nature. Et on doit vivre avec cette condition humaine. Et ici, donc je sais, c'est très philosophique ce que je dis, mais ça peut être très concret quand on parle d'aménagement. Alors, je pense que Val d'Europe, dans 20 ans, effectivement, c'est de pouvoir associer et de concilier cet art de vivre, et cet art de vivre localement, et puis cette dimension d'avoir ce nouveau barycentre, de pouvoir réinventer son centre de gravité. Il y a 10 ans, exactement où on se trouve, il n'y avait rien. Rien que des champs et des lapins sénémarnais. Alors le lapin sénémarnais est tombé amoureux d'une souris américaine avec laquelle ils inventent la ville française de demain, et je pense que dans 20 ans, Val d'Europe, je l'espère, en tout cas, ce soit l'endroit où il fait bon vivre dans le Grand Paris, qui concilie effectivement cette harmonie d'art de vivre local avec ses dimensions résolument internationales. Merci, je crois que on va en rester là pour la table ronde, et on peut applaudir, je crois, nos orateurs d'aujourd'hui. Nathalie, qu'on vient de clore ce colloque, c'est toi qui nous donne le mot de la fin, le programme final ? Disons qu'on a débordé largement sur notre planning. Tu veux clore, Marie, ou bon. Marie de la place pour une seconde, puis le préfet Fiscus pour le mot de la fin. Hein, voilà. Peut-être, donc, je devais faire une synthèse, mais là, ça va être un peu compliqué. De toute façon, on a débordé, on n'a plus le temps. Simplement, si vous pouvez mettre la première diapo que j'avais prévue dans le cadre de la synthèse, pour montrer que finalement, entre les chercheurs et les universitaires, on arrive finalement à converger avec les propos des élus et des techniciens, puisque finalement, ce qui est important dans le développement territorial, c'est bien la construction d'une vision partagée du futur. C'est pour ça que je posais la question des infrastructures. Pourquoi faire ? Parce qu'il faut un projet pour le territoire. Et donc l'élément crucial, c'est bien la construction d'une vision partagée du futur qui soit en même temps ancrée dans les spécificités de l'économie locale. Et donc on voit ici que finalement Roberto Camani est un chercheur en économie régionale qui a été président de l'European Regional Science Association, montre bien finalement qu'on converge finalement sur ce point. Ce que je voudrais dire simplement aussi, c'est que dans ce futur, dans ces projets de territoire, il y a la question du cluster tourisme. Il y a la question du cluster tourisme, et là-dedans, au-delà de Disney et au-delà de l'entreprise et des emplois qu'elle apporte, dans un cluster, comme le dit Porter, il faut bien sûr des entreprises, des grappes d'entreprises qui sont reliées, des grappes d'entreprises dans des activités connexes, mais il faut aussi la qualité des facteurs. Alors, qu'est-ce que c'est que la qualité des facteurs ? Eh bien, c'est la qualité des facteurs, c'est des facteurs qui sont construits dans l'histoire, et notamment par l'intermédiaire de la recherche et de la formation. Et ce que je voulais dire donc ici, et si vous pouvest mettre la deuxième diapo, c'est que sur l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée, et plus généralement sur le PRES Paris-Est, on a aujourd'hui un groupe de recherche transversale sur le tourisme qui est composé donc de 24 chercheurs, comme vous pouvez le voir, de 8 laboratoires du PRES Paris-Est, qui sont donc de l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée bien sûr, mais aussi d'autres institutions telles que l'IFSTAR, vous voyez aussi l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais, donc un certain nombre d'acteurs institutionnels qui investissent cette dimension tourisme, avec des chercheurs qui eux-mêmes investissent cette dimension tourisme, au-delà des laboratoires auxquels ils appartiennent, et qui reposent, s'il vous plaît, la diapositive, qui reposent donc sur des disciplines extrêmement différentes, parce que effectivement, je crois que pour pouvoir développer une recherche en tourisme, il est important de mobiliser donc des disciplines différentes, et vous avez ici un exemple des différentes disciplines qui sont mobilisées simplement sur Paris-Est, dans le domaine du tourisme. Et juste pour terminer, je voulais, diapo suivante, signaler que Paris-Est, au-delà de la recherche finalement sur le tourisme, il y a une diapo encore, voilà. Donc le président de l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée est président d'une association qui vient d'être créée, alors qui a été créée en septembre 2010, donc c'est assez récent, qui s'appelle ASTRE, Association Tourisme, Recherche, Enseignement Supérieur, qui est une association qui regroupe 10 universités et l'IFSTAR, et que je suis chargé d'animer. Et si vous allez sur le site de l'association, vous verrez que l'université de Paris-Est et l'ensemble des membres de ce PRES Paris-Est, finalement, eh bien, représentent finalement un pôle important de recherche en tourisme. Voilà.
Marie Delaplace, c'est l'animatrice du groupe Recherche en tourisme, hein, vous l'avez bien compris, du pôle régional Paris-Est. Monsieur le préfet, un mot pour conclure? Le mot sera court, simplement pour vous remercier. Remercier Monsieur le maire, Monsieur le président et l'université ainsi que vous-même, cher Thierry. Et puis redire ce que je disais tout à l'heure. Les atouts ici sont considérables. Ce qui a déjà été fait est impressionnant. À titre individuel, je me permets de vous dire que puisqu'on était dans la philosophie, donc on peut conclure là-dessus, sur savoir ce qui est écrit ou ce qui n'est pas écrit. Ce qui est écrit, c'est ce que vous allez écrire vous-même. Voilà. Donc ici, il y a des projets, il y a des atouts, et le secteur que vous avez choisi, comme le territoire que vous avez choisi, est plein d'avenir. Merci. Merci. Bien, avant que tout le monde se sauve, je crois que ce colloque n'aurait pas pu se dérouler dans d'aussi bonnes conditions si on n'avait pas eu l'aide et la contribution des étudiants du Master 2, Tourisme d'affaires. Et je voudrais juste, je vais les citer, mais surtout donc, que Nils et Anne-Catherine, donc tous deux qui sont les binômes de coordination, Alénis et Anka. Donc Nils et Anka qui sont donc les coordinateurs d'un groupe qui est composé de beaucoup plus d'étudiants. Il y avait Ligia, Cassandre, Nadège, Estelle, Naïmouna, Frédéric, Aurélie, Gitane, Saïd en régie, Laurine, Marie et Perrine. Et puis bien sûr, toute cette équipe n'aurait jamais été aussi bien drivée sans le concours de Christine Perron, qui est notre professeur associé et qui a mis en situation professionnelle ses étudiants. Donc merci à vous. Merci. Nous aussi, on tient à remercier d'avoir mis toute cette confiance en nous et de nous laisser participer à l'organisation de ce colloque. Donc, merci beaucoup. Alors, moi, je voudrais aussi remercier la médiathèque pour la coopération et la possibilité pour avoir cet bel endroit pour ce colloque. Et également, on tient à remercier Nathalie Fabry et Sabrina Rue qui ont quand même passé pas mal de temps avec nous pour organiser le colloque. Et la fin maintenant, alors notre dernier remerciement, ils vont vers notre équipe donc, qui sont cités déjà de Madame Fabry, qui nous ont soutenus vraiment et, jusqu'au bout. Et, encore les autres collègues de notre formation qui nous ont donné quand même un coup de main. Et Madame Perron également pour nous assister avec cette... Alors, je vous rappelle que ce colloque sera sur YouTube, le site de l'université, et sur franceculture.web. Waouh!